Moi, je fais partie de l'astronomie minimaliste, hyper minimaliste. Donc, par conséquent, tout côté baroque de l'astrologie me laisse assez indifférent. Minimaliste, vous parlez beaucoup. Je suis minimaliste, mais oui, je suis d'accord. Mais pour le minimalisme, devant s'affronter au maximalisme, il faut qu'il dépense énormément d'énergie pour arriver aux choses simples. D'ailleurs, voilà encore une problématique intéressante. Pour le processus de retour à l'origine peut être un processus extrêmement pénible et extrêmement lourd, alors que le point origine lui-même peut être extrêmement simple. Mais il y a un travail énormément, il faut laisser les... On arrive au simple. Voilà. Donc, pour arriver au simple, il faut passer par... Pour arriver au simple, il faut balayer, il y a des écuries de Gias, il faut énormément balayer et creuser et décanter pour arriver au simple. Je suis iris peut-être, alors on va parler de ça. Alors, donc, effectivement, moi je considère que l'astronomie parle presque d'elle-même à la limite. C'est-à-dire, par exemple, une conjonction, pour moi, c'est déjà, il faut prendre le mot conjonction au sens le plus basique du terme. Conjonction, c'est réunion, c'est rassemblement. Donc le mot lui-même est porteur, c'est pas la peine de lui apporter une signification autre que celle-là. C'est un retour à quelque chose, c'est une révolution. Voilà, donc c'est tout un c'est l'idée de syn, donc c'est-à-dire de rassemblement, de conjonction, de réunion, d'assemblée. Tout ça, c'est dans la conjonction. Et assembler pour faire quoi? Assembler pour redémarrer quelque chose, pour déterminer un nouveau consensus, encore une fois, c'est-à-dire le lien de avec, de syn en grec. Donc, il faut prendre les mots. Quand on parlait tout à l'heure d'astrologie générale, moi je disais oui, le collectif. Qu'est-ce que c'est que le collectif, en l'occurrence? Si les temps sont au syn, c'est-à-dire sont à la conjonction, eh bien, nous allons nous confronter à cette problématique de la conjonction dans toute notre vie. Dans les milieux, dans notre famille, dans notre groupe social, notre groupe professionnel. Ça ne sera pas uniquement au niveau mondial, etc. Ça sera à tous les échelons de l'organisation sociale, on aura ce problème de la conjonction à résoudre. Donc effectivement, il ne faut pas croire du tout que quand le client vient vous voir et qu'il vous dit « moi ça ne m'intéresse pas que vous me parliez du mondial », pas du tout. Parce que c'est pas ça le vrai problème de la conjonction. C'est une espèce de moteur qui existe à tous les niveaux de la société pendant une certaine période. Dans une certaine période X, à tous les niveaux de société, il y a un processus de conjonction, de reconsidération, de remise en question qui se fait. Et donc, par conséquent, ça, c'est absolument incontournable pour l'individu. Et je dirais même que c'est fondamental pour lui. C'est tellement fondamental pour lui qu'à la limite, ça pourrait même presque lui suffire. C'est-à-dire qu'effectivement... Oui, mais c'est jamais le cas, ça. En tant, par exemple, que citoyen français, on fait le thème de l'équinoxe d'automne maintenant, Paris, c'est le thème de la République française, première République, qui est valable pour tout citoyen français aujourd'hui, et l'étude expérimentale montre que c'est encore de l'acuité 200 ans après. Alors, effectivement, le citoyen peut se reconnaître jusqu'à un certain point là-dedans. C'est vrai qu'il y a un intérêt indéniable. Oui, mais encore une fois, monsieur Billon, je vous répète que le problème n'est pas seulement la question du destin de la France, c'est la question de ce qui se passe à toutes les strates de la société française. Ça, oui, oui. Bon, non, je veux dire que c'est pas simplement le problème du président de la République, etc. C'est vraiment à toutes les strates où les enjeux, y compris par exemple, non mais vous me dites la France. Le thème de la France ne va pas. 1792, c'est pas ça. Le thème de la France ne va pas nous parler de tout ce qui se passe au niveau de toutes les strates sociales de la France. Bon. Donc effectivement, là nous sommes en tant qu'astrologues, et bien nous un exemple. Non mais justement, ce sont des exemples extrêmes. C'est un exemple de point. Oui, et moi je préfère dire qu'une configuration, une conjonction cyclique majeure va nous interpeller tous autant que nous sommes dans les groupes auxquels nous appartenons, quels qu'ils soient. Bon, d'accord. Bon, là nous sommes astrologues, nous sommes interpellés, nous en tant qu'astrologues, par cette conjonction. Et c'est à nous de résoudre le problème à notre niveau d'astrologue par cette conjonction, et que chaque groupe résolve ses problèmes à lui, conjonctionnels, à sa façon. C'est ce que les solutions que nous trouverons, nous, en tant qu'astrologues, ce ne sont pas les solutions que trouveront les hôpitaux ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est un défi. L'heure est venue. C'est l'heure sonne de la conjonction. Chacun, à son niveau, à son échelle, doit assumer ce que cette conjonction permet de faire. Donc, c'est pas... Donc, vous voyez, c'est pour dire que l'astrologie mondiale, c'est pas simplement... Et c'était une des raisons de cette matinée, c'est-à-dire, dédramatisons et démystifions la notion d'astrologie mondiale. L'astrologie générale
c'est pas que l'astrologie des grands pays, des grands États, etc. du monde, c'est l'astrologie qui concerne les dynamiques de temps et des dynamiques cycliques à tous les niveaux de l'organisation sociale, du plus intime au plus vaste. Et à ce moment-là, lambda, en intégrant la conjonction Jupiter-Saturne, printemps 2000, il va repasser immanquablement par son propre filtre individuel, ce qui n'a rien de placement individualiste ou vulgairement égocentrique. Et d'autre part, je le disais tout à l'heure, d'autre part, il y a des groupes qui, pour des raisons de blocage personnel, ne savent pas vivre la conjonction. Ça, c'est des problèmes de traumatisme, des traumatismes historiques liés à certains groupes. Le groupe astrologique est assez mal placé à ce niveau-là, entre parenthèses. Nous ne sommes pas connus, on le sait très bien, nous ne sommes pas connus comme des gens qui sont capables de nous renouveler régulièrement, hein, à part grâce aux nouvelles planètes qu'on découvre. Mais je veux dire que nous ne sommes pas un exemple typique d'un milieu. On voit bien le poids extraordinaire de la tradition, la perpétuation d'une tradition pendant des décennies. Donc on n'est pas... Bon, alors il se trouve qu'apparemment, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est d'utiliser l'astrologie pour régler les problèmes de l'astrologie. Pour régler les problèmes des astrologues, de la communauté astrologique. Je crois que c'est la moindre des choses que nous-mêmes, nous servions nos propres outils pour résoudre les problèmes de notre propre discipline. Et là, à ce moment-là, il y a la question de savoir qui appelle qui. Alors là, c'est un autre problème que je signale en passant, c'est-à-dire... pour qu'un processus conjonctionnel se fasse, il faut qu'il y ait des gens qui soient particulièrement, qui assument particulièrement les valeurs de la conjonction. Et ça, c'est un point qui est essentiel. S'il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler de personnalité conjonctionnelle, cette personnalité conjonctionnelle est nécessaire pour que la conjonction se fasse. Donc il faut qu'il y ait un relais entre la conjonction et le processus collectif. C'est ce qu'on appelle l'astrologie du pouvoir. C'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologie des leaders, s'il n'y a pas une locomotive capable de générer ces processus conjonctionnels, d'entraîner un processus consensuel, eh bien le groupe n'arrive pas à vivre pleinement sa conjonction. Et donc effectivement, comme on dit tout à l'heure... Ça va changer, ça, avec l'ère du Verseau. Il n'y aura plus besoin d'avoir un leader, justement, c'est ce qui est en train de changer. On n'a plus besoin d'avoir un leader pour le suivre. L'ère du Verseau, c'est... chacun est capable de s'autogérer. Ah, ben alors là, ce serait en contradiction avec la théorie conjonctionnelle. Pourtant, parce que la conjonction... ça bouge. Oui. Enfin, moi, il me semble qu'on n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. Et actuellement, on voit... Moi, vous savez, moi, je suis peut-être pas un praticien de la consultation astrologique, mais moi, je suis un praticien de l'astrologie au niveau des dynamiques collectives, de l'organisation collective, et là je vous assure que dans ce domaine-là je sais de quoi je parle, hein, et que c'est comme dans ce... Alors chacun veut peut-être ramener la couverture à soi, mais je suis désolé qu'aujourd'hui il faut laisser la parole à ceux qui ont une expérience de l'astrologie au niveau collectif, et qui savent ce que c'est que l'organisation d'un groupe, que les cyclicités qui font qu'à un certain moment les groupes se forment ou se déforment, et que la communication se fait ou ne se fait pas. Et là, il ne faut quand même pas passer à côté de ce problème-là. Oui, mais alors ce qui veut dire, je rebondis, ça veut dire qu'il faut quand même aller voir en plus qu'il ait un bon mercure. Exact. Mais puisqu'on vient de dire à l'instant, Madame Parchard, que, là c'est un cercle vicieux, on vient de dire à l'instant, Madame Parchard, que précisément le processus conjonctionnel consiste à repenser les bases de l'astrologie. Et là, vous mettez déjà en avant quelque chose qui est un résultat avant même qu'on ait posé le problème. Avant de parler du bon mercure, il faut repartir de ce qu'on appelle une astrologie minimale. Le processus de conjonction, c'est le processus minimal. Donc on revient au grand principe, au grand concept. Donc on ne va pas, alors qu'on en est au processus de revenir au grand concept, on ne va pas revenir à des solutions qui viendront par la suite si effectivement ça paraît opportun de le faire. Et oui, il y a aussi un problème là, il y a un cercle vicieux. Le processus conjonctionnel est d'autant plus efficace dans l'ère du Poisson que dans l'ère du Verseau. Le Poisson, c'est suivre un prophète. Donc, ce qui veut dire que les groupes seront moins nombreux avec l'ère du Verseau. Ils auront tendance à être moins nombreux. C'est moins le nombre d'enfants de divorce. C'est ce qu'on observe dans la vie de tous les jours. Les groupes astrologiques se réunissent de moins en moins, sont moins nombreux parce qu'ils ont moins besoin des autres. Il y a Internet. Non, rien à Internet. L'ère du Verseau, c'est Internet, donc les gens communiquent par Internet. Alors qu'avant, ils étaient obligés de se rassembler. Voilà. Je peux poser une question. Il y aura toujours un même angle. C'est un angle qui ne va pas continuer comme ça. C'est possible? Commencez. Moi, je suis Verseau. Monsieur. Non, je sais pas. Il pas. Gémeaux. Balance. Scorpion. Balance. Sagittaire. Moi aussi. Bélier. Taureau. Vierge.
Pourquoi vous voulez pas taper? Mais là, je ne crois pas non plus que ce soit très intéressant, personnellement. Oui, mais j'avais envie de savoir. Oui, oui, parce que vous avez ces repères-là, mais de toute façon... Vous vouliez savoir sur le format Zodiac? Je voulais savoir. Il est certain que mon discours est assez sagittarien par certains côtés, si on veut. Si vous voulez, vous savez, ce qui serait intéressant, c'est de demander aux gens, que vous parliez d'expérience tout à l'heure, de demander aux astrologues qui ont 20 ou 30 ans de pratique, oui. Vous en connaissez pas mal, oui. vous en avez dans vos relations, oui. de leur poser simplement la question, est-ce que vous êtes différent dans votre approche de l'astrologie 20 ou 30 ans après? Oui, oui, c'est ça. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui a changé? Oui. Parce que je trouve qu'on brasse beaucoup là, de grandes notions. On pourrait le dire, déjà, on sait déjà ce qui a changé depuis 30 ans. Il y a des choses qui ont émergé, effectivement, on le sait. On le demande, on le sait très bien ce qui a changé. Je voudrais. Non, mais il dit qu'il faut. Non, mais il dit pas maintenant. Il dit qu'il faudrait demander ultérieurement. Il n'est pas en train de nous parler d'ici. Non, en tout cas, je voudrais apporter ma pierre dans ce cas-là, en disant que quand j'ai commencé l'astrologie, c'était il y a environ 30 ans, je suivais les cours de Barbeau comme tout le monde, et puis de Jean-Pierre Nicolas. J'étais persuadé d'avoir tout compris de l'astrologie assez rapidement, au bout de 2 ans, et j'avais commencé à pratiquer l'astropsychologie, puisqu'il y a 30 ans, c'était l'astrologie qu'on nous enseignait. Pour ceux qui sont arrivés après, j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'astropsychologie m'emmerde profondément, parce qu'elle s'est coupée complètement de la dimension spirituelle, qui est le cœur, normalement, pour moi, de l'astrologie. Et c'est vrai qu'on parle de l'astrologie comme si on en connaissait les clés, comme si on savait quels étaient les mécanismes en jeu. Or, moi je voudrais prendre un exemple très simple. L'astrologie, par exemple, pour l'alchimiste, c'est quoi? C'est très important, puisque sa recherche de l'élaboration de la pierre philosophale tient compte énormément, dixit Armand Barbeau, le grand frère d'André Barbeau, ou l'alchimiste célèbre du XXe siècle, Fulcanelli, et son disciple Cancellier, ils disent tous que l'astrologie joue un très grand rôle. Et c'est vrai que pour eux, ce qui les intéresse, par exemple, c'est que quand il y a une conjonction Soleil-Saturne, ça transforme physiquement les sels de plomb. Et ça, c'est incroyable, et ça s'observe. Au sens où la tradition alchimique le disait, que Saturne était lié au plomb, mais est réellement lié à une occultation de Saturne par le Soleil, transforme physiquement, pendant la durée de 2 heures environ de cette occultation, ce qu'on observe au microscope des sels de plomb. Moi, je trouve ça absolument fabuleux, et ça montre qu'il y a dans l'astrologie, aujourd'hui, 30 ans après, je ne me sens plus du tout sûr de savoir ce que c'est. Surtout pas, parce que quand je vois des choses aussi mystérieuses que ça, et qui n'ont rien à voir avec l'astropsychologie, puisque là on parle des sels de plomb, et pourtant ça fonctionne, et pourtant on s'aperçoit donc qu'on est dans un phénomène qui est presque ésotérique, gnostique, là, puisqu'on parle d'alchimie, on parle d'astrologie, et c'est aujourd'hui cette astrologie-là qui m'intéresse. Et j'ai complètement arrêté de penser que j'avais tout compris de l'astrologie, ce que je pensais quand j'avais 20 ans. Voilà. Et je pense qu'il serait bon aussi que la communauté astrologique se penche sur l'extension de ce savoir, c'est-à-dire l'astrologie. Est-ce que ça sert uniquement à faire une consultation, comme si on disait est-ce que le tarot ça sert uniquement à dire la bonne aventure? Non. Le tarot c'est un parcours initiatique gnostique qui est d'une extrême profondeur. Et je pense qu'il y a une vérité dans l'astrologie qui va bien au-delà de celle de la consultation. Je n'ai rien contre la consultation, bien sûr, mais l'astrologie, ça peut servir à autre chose. C'est une clé d'entrée. Oui, je ne voudrais pas faire preuve de mauvaise volonté si je n'ai pas évalué mon signe, c'est pas du tout de mauvaise volonté. Il y a quelque chose à cacher? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire si vous me laissez parler. Non, c'est parce que si je dis un signe, vous allez aussitôt me voir à travers la fenêtre de ce signe et de ce symbolisme-là. Hein. Et ça, je le refuse. D'une part, parce que caricaturer quelqu'un avant, c'est déjà mauvais. Et puis la symbolique des signes, elle existe bien sûr et elle est réelle. Mais moi, je connais un tas de gens qui sont officiellement de tel signe et qui, dans leur vie, illustrent tout à fait un autre signe. Tout à fait. Moi, personnellement, je suis officiellement taureau, mais ça, pour moi, c'est l'état civil. L'état civil, j'en ai rien à foutre. Et il se trouve que ma dynamique de vie est beaucoup plus proche du Verseau que du Taureau. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu dire que j'étais taureau.
non pas par mauvaise volonté, mais Pour brouiller les pistes, quoi. Pour brouiller les pistes. Entre ici, on sait bien que ça fonctionne pas comme ça. Bien sûr. Quand même. Disons que je suis prudent. Ah bon, quand même. Je suis prudent, voilà. C'est pas prudence. Et par rapport justement à l'alchimie, etc., Jean-Michel, c'est vrai que par exemple, tout ce qui est les trans-saturniennes, ce sont les phases de l'œuvre. C'est-à-dire que le grand œuvre, bon, la matière, enfin bon, il y a plein de liens à faire entre l'astrologie et l'alchimiste, ça reproduit exactement, vous voyez ce que signifie Uranus, Neptune, Pluton et enfin peut-être d'autres après, ça correspond effectivement à ce qui est écrit dans des vieux textes. Mais il faut faire le lien. Hein. Donc il y a un lien. Oui, voilà. oui, mais Voilà. d'accord, je suis tout à fait d'accord, ça donne une grande complexité. C'est intéressant la sur Saturne parce qu'en fait le vrai travail sur la conscience de fond, le noyau de la conscience commence véritablement à partir de Saturne, synthèse de l'existence qui amène à découvrir l'essence et ensuite à se projeter dans les niveaux supérieurs qui sont en résonance directe avec les composantes fondamentales de l'être essentiel. C'est le maître du temps en fait, et on a un temps de vie compté aussi, donc c'est pour quand ça même que la matière, il est enfermé dans le vase qui est clos. Le vase alchimiste, il est clos. C'est Saturne. On va parler, il y a plein de choses. La matière brute. Enfin bon, comment les choses. Il y a une phrase de Léonard de Vinci que j'ai lue récemment. Il disait à 40 ans, le temps a fui. On commence à exister. Oui, c'est vrai. Ah ben c'est sympa. C'est vrai. C'est comment d'entendre dire la vie commence à 40 ans. Oui. Non. D'ailleurs, on voit bien que, moi je parle dans les consultations, puisque je donne des consultations. Beaucoup de consultants, elles ont 40 ans. Il y a quelques jeunes, hein, mais dans les consultations, elles viennent beaucoup à 40 ans. C'est le début de la crise de fin de vie. Oui, peut-être, on peut le voir aussi comme ça, ou c'est peut-être aussi milieu. C'est le midi cellulaire. quand même hormones, tout ça, enfin, voyons. Mais on retrouve les cycles de Saturne, quand même. Les C'est cycles. vrai, les cycles, on retrouve les cycles de Saturne. Numérologique à la base, c'est la numérologie. Hein. C'est pas 12. Et il y a une numérologie au-delà, même, c'est incroyable. Donc sur Neptune, Pluton, et même, à mon avis, deux autres, mais bon. Enfin bon. Et on retrouve les tricyclicités, des géométries impeccables, mais il faut voir comment. Il faut redessiner dans le ciel, sous forme de géométrique. On en revient au Platon, sur les figures primordiales. Platon et du grec, je rappellerai, mais vous le savez déjà, que le cycle, on parle beaucoup de cycle. Le cycle, ça vient de kuklos, qui veut dire cercle. Et il y a un paradoxe qui m'a toujours étonné, c'est le mot révolution. Et parce que quand on dit une révolution, c'est on n'aime pas le changement. C'est révolution si on visualise l'escalier colimaçon. J'évoquerai aussi l'éternel retour de Nietzsche. Et puis, prenez un cercle, caressez-le, il devient vicieux. Mais il y a une question qui, parmi les questions qu'on est amené à se poser au niveau des fondements de l'astrologie, c'est la nature des rapports entre astronomie et astrologie, et notamment un postulat qui semble, alors c'est un peu la porte ouverte à ce que veut dire M. De Seine, un postulat selon lequel tout objet astronomique aurait obligatoirement une signification en astrologie. Comment? Ça c'est vous qui dites ça. Quoi? Moi qui suis un tout petit peu pointu là-dedans, je ne dis pas ça. Non, mais je veux dire qu'il y a... Non, je ne dis pas ça, mais vous êtes quand même assez bien placé, parce que vous avez écrit un ouvrage sur les astéroïdes, effectivement. Mais disons qu'effectivement, je ne suis pas en train de dire que je ne parle pas de monsieur intellectuel, je dis simplement que l'idée généralement acceptée par la plupart des astrologues serait que, et notamment par Nicolas, par certains côtés, serait, mais Nicolas a certainement de sa structure, de son œuvre, serait qu'effectivement, le système solaire est un ensemble global et que par conséquent tous les éléments du système solaire ont une fonction astrologiquement évidente, en tout cas à rechercher, à mettre en évidence plutôt. Donc c'est cette idée, et que les planètes qu'on ne connaît pas d'ailleurs et qu'on ne connaissait pas font également partie
d'office de cet ensemble. Voilà. Donc ça c'est un des principes sur lequel l'astrologie qui se termine actuellement, parce que chaque fois qu'il y a un nouveau cycle, quelque chose qui se termine, l'astrologie que nous avons, parce que nous sommes en train actuellement d'accueillir l'astrologie telle qu'elle est arrivée, telle qu'elle a abouti, et de penser à ce qu'un autre cycle de l'astrologie pourrait éventuellement engager. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Toute conjonction, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc là, on peut faire un constat des postulats qui sont en vigueur, plus ou moins, à savoir, et qui sont même souvent très peu réfutés d'ailleurs, sauf par Gauquelin, à la limite, par ces statistiques qui ne mettent pas en évidence toutes les planètes, mais d'une manière générale, il y a très peu d'astrologues, je ne sais pas si M. Lepelletier, avec qui j'ai eu une interview, je ne me souviens pas si c'est sa position, il y a très peu d'astrologues qui mettent en question le fait que toute planète ayant part au système solaire doit forcément être interprétée comme ayant une signification pour nous, astrologues. Je me rapprochais de ce point de vue-là. Reste à savoir quelle interprétation donnée. Oui, sur le principe. Sur le principe. Quelle place dans une grille qui est parce que c'est ça la question, vous avez tout à fait raison. Il a tout de suite introduit ce distinguo. On est d'accord sur le principe, maintenant, après, dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça peut signifier? Je pense au mobile de Calder, ces énormes constructions. Alors vous avez des grosses branches en fer, etc. Puis tout d'un coup vous avez une toute petite tige, et puis une petite boule autour. Et si vous enlevez cette petite boule, tout s'écroule. C'est vrai qu'astronomiquement tout est lié, mais astrologiquement, moi en ce qui me concerne, comme certains le savent, j'ai remis en question ce principe. Je pense qu'on n'est pas obligé d'imaginer une astrologie qui serait, dont la base serait cet argument-là. On peut très bien imaginer, parce que ce qui n'a pas été dit dans notre discussion, c'est que les cycles, à force de se multiplier, font disparaître la notion de cycle. Donc ça c'est un point que j'ai laissé un petit peu dans l'abstrait, mais peut-être que certaines personnes s'en sont rendues compte et se sont dit, mais attendez, vous parlez d'un cycle, oui d'accord, vous dites ça pour tel cycle-là, ah oui mais attendez, il y a un autre cycle qui va se combiner, etc. Donc effectivement, il y a une telle multiplication des cycles que la notion de cyclicité, elle finit par être complètement inacceptable et inaccessible. Sauf si on hiérarchise les cycles. Oui, voilà, vous allez dans une critique facile. Sauf si on hiérarchise les cycles. Bien suggéré Jean-Marie, en fait, il s'agit d'approfondir les grilles existantes, c'est tout. Oui. Là c'est autre chose. Donc hiérarchiser. Oui, effectivement, ce débat est complexe, et délicat et rigoureux. Ok. J'ai un exemple, pas dire n'importe quoi. j'ai un exemple précis. Vénus est pas loin de chez nous. Il y a une symbolique classique dans le milieu astrologique de Vénus, avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Et moi, j'ai une toute autre interprétation de la signification de Vénus. Oui. Il y a le débat il y a le débat, le désaccord sur les principes, il y a le débat des accords sur les interprétations. Donc c'est ça, il faut bien serrer les problèmes. On peut être d'accord sur les principes, mais on peut déjà avoir un désaccord sur le cadre de la structure, mais même si on a un accord sur le cadre de la structure, on ne peut pas être d'accord sur l'interprétation. Donc voyez-vous, là on est dans un serrer les niveaux de désaccord entre les uns et les autres, et les niveaux d'accord. Par exemple, c'est vrai que la position de Jean-Marie Lepelletier est celle qui est intellectuellement la plus facile à accepter d'une certaine manière, puisqu'elle est une position modérée. C'est-à-dire que, disons, je ne mets pas en question les grands postulats de l'astrologie, mais je mets en question éventuellement certaines interprétations, certaines significations qu'on pourrait revoir. Bon. Ce qui est plus acceptable que la position qui consiste à dire reconsidérons aussi les principes de l'astrologie elle-même, reconsidérons ça. Moi j'en suis, donc là il y a des réformes, il y a la motion Lepelletier qui est de réformer certaines interprétations, certaines significations, il y a la motion Albrod qui est de reconsidérer même certaines bases de l'astrologie comme le thème natal ou comme la totalité des cycles pris en considération. Et puis il y a la troisième position qui est par exemple celle de Mme Parchard qui consisterait à dire qu'après tout la tradition astrologique s'est établie d'une certaine façon et qu'au fond il faut l'accepter, il faut la reproduire. Je n'ai pas dit ça. Non mais je caricature. Je ne crois pas avoir dit ça. Non mais je ne dis pas que vous l'ayez dit. Par contre, je veux rebondir sur ce que disait M. Lepelletier, c'est-à-dire que, par contre, je ne suis pas contre à l'écoute de cette nouvelle interprétation. Voilà. C'est là que c'est important. Oui, c'est pas être dans le dictat de dire... Voilà. C'est pour ça que je dis que M. Lepelletier a une position qui est relativement acceptable. Lui, il est rez-de-chaussée, vous retournez à la cave. Moi, je suis plus proche de cette approche-là que de dire, bon, tout ce qui a été fait avant, de toute façon,
c'est nul et non Non, 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 il s'agit de reprendre les problèmes à la base et puis de les redévelopper. On va faire un petit sondage, si vous permettez, on va faire un petit vote entre les trois grandes notions qui ont été mises en évidence ici, comme ça à titre purement indicatif et statistique si vous voulez, hein. Ça n'engage rien du tout. Alors je résume les trois positions. La position tenons-nous-en à une tradition au niveau des significations zodiacales, au niveau des pratiques du thème natal, qui a fait ses preuves et qui a constitué un bagage et qui a créé presque une réalité en soi qu'il faut prendre telle qu'elle est. Deuxième position, bon, je ne vais pas donner de nom, comme ça sera plus simple. Deuxième position qui consiste à dire, bon, globalement, les bases, les grands principes sur lesquels l'astrologie actuelle est fondée, ne les remettons pas en question, mais révisons les significations et certaines pratiques éventuellement qui sont liées à ces significations. Et puis la troisième position, vous dites qu'on est dans une cave d'ailleurs, ça tombe bien. Et alors, je vous dis que je reviens à la cave, qui consiste à dire qu'effectivement, reconsidérons, faisons l'inventaire des principes sur lesquels l'astrologie est fondée, resituons les questions de conformité entre les tentatives de mise en conformité de l'être humain avec le cosmos, essayons de nous mettre à la place des hommes d'autrefois pour voir qu'est-ce qu'ils ont cherché et évacuons ce qui a pu parasiter justement toute cette problématique, etc. Voilà. Donc, alors, qui vote en faveur de la motion numéro 1, à savoir le statu quo? Moi. Je suis lié, c'est normal. Alors, Moi aussi plutôt, mais à condition de sous réserve justement de bien retrouver tous les textes originels. Moi je pense que la tradition, c'est ce qui marchait le mieux, mais le problème c'est qu'on n'a pas retrouvé tous les textes anciens, ou on n'est pas arrivé à les traduire, ou on n'a pas trouvé les bonnes significations, et je pense qu'en appliquant la tradition à la lettre, on se trompe. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé tous les éléments précis de la tradition. Il y a certaines choses qui nous manquent et certaines choses qui peuvent être essentielles. de toute façon, mon cher Lagrange, on est tous d'accord sur ce principe, parce que moi-même, quand je dis qu'il faut revenir aux principes, c'est aussi une façon de dire que probablement ces principes, ils ont existé, et qu'on les a connus, et qu'ensuite on les a oubliés. Ben, de toute façon, le problème, c'est que c'est un sacré travail de fourmi, quand même. Aussi, en même temps, on a le droit aussi de révolutionner ces principes de base. Hein. Il ne faut pas non plus s'interdire en disant, ben voilà, la tradition a dit ça, et puis c'est fini. Hein. Moi, je rentre pas là-dedans. Là, côté uranien, il peut jouer aussi sur les principes de base. Alors voilà, donc, voilà. Bon, alors, en effet, l'opposition est... Donc, il y a la difficulté. J'entends ça aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a, votre avis, il y a la difficulté extrême de retrouver cette tradition. Je prends un exemple, je trouve beaucoup sur Internet, j'entends beaucoup parler de la grande année de Platon, le cycle de 25 920 ans, dont tout le monde écrit qu'il est extrait du Tibet de Platon, ce qui est parfaitement faux, je veux dire. Moi, je ne sais pas dans le Tibet. C'est pas dans le Tibet, mais c'est dans aucune des œuvres de Platon. Platon n'a jamais écrit... Voilà, on n'a pas retrouvé son œuvre. Avant lui. Je voulais apporter un petit complément. Attendez, monsieur Le Pelletier avait aussi des choses à nous dire. Oui, pour la première position, mon voisin, je suis tombé il y a 8 jours sur une phrase de Jean Jaurès. Le respect d'une tradition est dû à sa flamme et non à ses cendres. Ok. Yes. Bon, alors on reprend notre inventaire. Cela dit, les gens ne sont pas simplement censés voter, ils peuvent aussi expliciter leur vote, hein, bien évidemment. J'avais un petit complément à apporter à Kevin Lagrange, quand il parlait retrouvons effectivement certains textes. Il faut quand même savoir que dans certains milieux dits ésotériques et traditionnels, que vous connaissez bien, il y a des textes qui ne sont pas vulgarisés. Oui, voilà. Ça c'est aussi le parcours de M. Griveaux, qui lui a reçu des traditions orales ou initiatiques que nous n'avons pas toujours. Mais en même temps aussi, il faut comprendre ces textes. Ben voilà, mais d'où la difficulté. Comment la comprendre et comment on va l'intégrer? Il y a encore autre chose. Et ceux qui ont écrit ça, ils ont eu une certaine vision à une certaine époque. Combien de traductions ensuite? D'où l'intérêt de chercher. D'où l'intérêt de chercher. Là, je reviens. Je reviens en tradition ésotérique et gnostique, dans laquelle l'astrologie doit s'inscrire, si on veut s'amuser à essayer de comprendre précisément ce que les anciens ont imaginé et ont à nous révéler. On ne peut pas scinder l'astrologie de l'alchimie, de la tradition gnostique, voire de la Kabbale, si on veut comprendre. Voilà.
pas. C'est vrai qu'on peut faire du passé de nos ancêtres table rase complète et reconstruire une astrologie de l'ère du Verseau, mais en tout cas, ce sera pas mon fait. Et à l'origine, la tradition, l'astronomie et l'astrologie, c'était lié. Il n'y avait pas de séparation. On a enlevé le côté terrain. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce principe. Il est évident que l'astrologie s'est constituée à partir de l'astronomie, comme un bloc de marbre, un sculpteur utilise le matériau de base, mais que de toute façon, regardez même la théorie des aspects, monsieur Lagrange. La théorie des aspects qui fait qu'on attache de l'importance à certains intervalles, elle n'est pas astronomique. Même si elle est fondée sur l'astronomie, pour l'astronomie, ça n'a aucun sens, 80 degrés. Donc l'astrologie, forcément, a pris... non, mais exactement. Elle a plaqué sur l'astronomie un certain nombre de critères qui font qu'elle est autre chose que de l'astronomie. Et la question est de savoir ce qu'elle a pris et ce qu'elle n'a pas pris de l'astronomie. Elle s'est inspirée évidemment de l'astronomie. D'ailleurs, depuis le matin, on vient de dire que l'astronomie est la référence par excellence. Mais quoi de l'astronomie? Qu'est-ce qu'elle en a pris à un certain moment? On a intérêt de trouver les anciens textes pour justement faire le tri. Mais on pourrait vous répondre, monsieur Lagrange, aussi, que parmi ces anciens textes, il semble que sur ce point, vous n'ayez pas envisagé cette possibilité. Il peut y avoir aussi des anciens textes qui nous induisent en erreur. Tout l'intérêt de connaître. Non, je veux dire qu'il peut y avoir aussi bien des textes qui nous ramènent. Comment? Il peut y avoir aussi des hérésies ou des déviances ou des déviations qui font que ces textes, vous nous êtes absolument pas à retrouver la vérité. Personne n'est parfait. On peut aussi. Mais qui va juger de ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tout l'intérêt, c'est justement, à votre avis. C'est en cherchant. Alors il faut laisser les choses comme elles sont, parce qu'on n'a pas. Ça, c'est une question qui vient. Enfin, je ne veux pas préciser, mais c'est une question qui effectivement est toujours là. Comment savoir distinguer, comment séparer le bon grain de l'ivraie, etc. C'est du va-et-vient, c'est de l'intuition. Mais c'est une question en soi. C'est des recoupements. C'est une question en soi, de savoir comment le faire, comment procéder. Il y a peut-être aussi une qualité d'état d'esprit, en fait. Être dans un état d'esprit particulier, en fait. On peut comprendre quelque chose selon l'état d'esprit dans lequel on est, en fait. En tout cas, moi je répondrais que la démarche théorique, la cohérence théorique est un passage obligé à ce niveau-là. Il est beaucoup plus facile par exemple, par exemple, le cas classique, c'est il y a des personnes qui disent en astrologie, moi je sais que la théorie astrologique elle n'est pas très très solide ou très cohérente, mais le principal c'est que ça marche. Bon. Alors ça c'est un discours qu'on ne peut pas accepter mais qui est très souvent entendu. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça marche mais ça marche. Donc, il est évident que le tri au niveau conjonctionnel, qu'on a dit tout à l'heure, au niveau de c'est déjà d'exiger, et justement on avait une rencontre l'autre jour qu'on a mis sur Téléprovidence avec M. Jacques Bois, qui lui arrive en disant il faut géométriser toute l'astrologie, tout le savoir astrologique, c'est son truc à lui. Et je veux dire par là qu'il est évident qu'à un moment donné, ce qui d'ailleurs permet de réfléchir sur la dialectique entre théorie et pratique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la pratique, la théorie peut éventuellement se servir de la pratique pour évoluer, mais dans 99%, la théorie peut évoluer par elle-même. C'est-à-dire que par exemple, souvent parfois quand je me suis servi par exemple de certains résultats pratiques, je me suis aperçu que c'est parce que je n'avais pas élaboré suffisamment ma théorie. Et que j'aurais très bien pu élaborer ma théorie davantage sans avoir besoin de cette pratique pour m'en apercevoir. Donc effectivement, il faut bien comprendre que la pratique a une valeur heuristique, c'est-à-dire que ça peut servir dans certains cas, mais que le théoricien peut de lui-même développer suffisamment en profondeur son truc sans avoir besoin de la pratique, que la pratique ne fait que révéler certaines carences de la théorie. Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. Voilà. Donc effectivement, le débat sur les fondements de l'astrologie ne peut être qu'au niveau théorique. De toute façon. Il peut être qu'au niveau des postulats, il peut être qu'au niveau des principes, parce qu'au niveau des pratiques et des applications, c'est un débat qui est absolument insoluble et sans fin. Au niveau conjonction et puis les rapports entre astrologie et astronomie, il y a une chose qui est très simple. Dans une lunaison, vous prenez la conjonction, la nouvelle lune, le soleil-lune, et puis le premier quartier, position, le quartier. Eh bien, au niveau des coefficients de marée, exact. C'est le coefficient de marée colle pile avec un léger décalage avec la conjonction et avec l'opposition. Et puis les coefficients de marée basse, ça correspond exactement au carré soleil-lune. Oui. Donc l'influence du soleil et de la lune agit directement sur la marée. D'une part, et d'autre part, parce que moi je ne consulte plus les heures de marée, je n'ai plus besoin. La marée haute, à un endroit donné,
la marée haute est légèrement après le fait que la Lune, quel que soit son quartier, hein, est légèrement dépassée le milieu du ciel. C'est là que, avec l'inertie des masses océanes, donc ce n'est pas pile au moment où elle passe au milieu du ciel, il faut que le temps que l'inertie des masses met, c'est disons 1 heure après le passage au milieu du ciel. Donc moi cet été, bon, non, c'est pas vrai, c'est la marée haute, ça peut être le soir à 22h. Oui, mais c'est fonction de la Lune, mais c'est fonction du passage de la Lune au milieu du ciel. Non, le soleil n'est pas au milieu du ciel à 22h quand même. Non, je dis que dans les marées, l'influence des marées est due aux 2/3 à la Lune et au tiers au Soleil. Donc c'est la Lune qui est beaucoup plus importante que le Soleil pour les marées. C'est un fait, c'est pas les mêmes primes sur les deux. C'est pas lié directement au passage au méridien. Si. Avec un, alors moi j'ai fait tous les calculs de façon extrêmement précise, je les ai amenés d'ailleurs. Et donc moi, comme programme de vacances, j'avais une baignade dans la mer par semaine. Ben, je me disais, il faut que j'arrive à marée haute, et je regardais, bon, où tombe la Lune, à quelle heure va-t-elle passer à Saint-Nazaire, et je dirais, bon, ben, ce sera à peu près la marée haute, pas besoin de regarder les heures des marées. Donc ça, c'est astronomie, astrologie, là, c'est l'aspect de conjonction, d'opposition et l'aspect de carré. Et on peut dire que c'est purement astronomique. C'est de la physique. On ne peut pas extrapoler à partir de ce phénomène Soleil-Lune sur l'ensemble de l'astrologie. D'accord. Enfin, c'est un fait. Non, mais je veux dire que c'est insuffisant. Il y a François Hardy qui, dans son dernier bouquin, là, Entre les lignes, entre les signes, dit il est aberrant de contester que toutes les planètes ne soient pas actives en astrologie, puisqu'il y a les marées et le Soleil. Non, ça n'est pas, c'est pas suffisant. C'est pas un argument suffisant pour. Dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, au sujet marée, il y a marqué phénomène que certains Bretons ignorants attribuent à la Lune. Ah oui. À l'époque. C'est normal, les Bretons sont ignorants. Les Bretons, pas les Celtes. Même si on prend le cas de la conjonction Soleil-Lune, on sait très bien que parallèlement à cette question des valeurs dont tu parles, c'est aussi un phénomène culturel qui a été utilisé pour les calendriers, etc. Et donc par conséquent, il y a aussi toute une démarche de des sociétés humaines à donner de l'importance à cette conjonction Soleil-Lune, non pas en connaissance de ce phénomène des marées qu'ils ne connaissaient pas d'ailleurs. Donc il ne faut pas être anachronique. Hein, il ne faut pas projeter sur nos ancêtres d'il y a 3000 ans les connaissances que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, il a considéré les 12 lunaisons de l'année. Voilà, l'importance que nos ancêtres, astrologues, nos prédécesseurs ont accordée aux conjonctions Soleil-Lune n'est probablement pas liée à un phénomène des marées et de toute façon ça n'aurait pas justifié. Ils ont effectivement considéré ces conjonctions comme étant importantes. Alors vous me direz, alors là on retombe dans un fameux débat aussi, est-ce qu'ils ont observé que c'était important ou est-ce qu'ils ont décidé que ce serait important? Et là, alors est-ce qu'ils ont décidé de se mettre en conformité avec l'ordre du cosmos? C'est-à-dire qu'ils ont décidé que nous allions nous conformer à cet ordre-là, ou est-ce qu'ils ont observé que les êtres humains se conformaient déjà implicitement et de fait avec ces configurations? Le décide ne dit pas que ça va se passer. Si ça ne se passe pas pendant des siècles et des siècles, il est probable que ça. Non, mais si on s'organise en conséquence, si on se conforme en conséquence, mon cher. Oui, d'accord, oui, ok, l'autosuggestion. Non, c'est pas une question d'autosuggestion, c'est une loi. C'est même pas une autosuggestion. C'est une loi que nous imposons. Regardez, par exemple, aujourd'hui, on élit les gens tous les 4 ans ou les 5 ans d'après quoi, après je ne sais quel calendrier. On peut très bien imaginer que dans le passé, on ait choisi certaines configurations planétaires pour organiser notre vie sociale. Il ne s'agit pas ni de constater le fait en lui-même, il s'agit de se servir de ce fait astronomique pour en tirer une conclusion, une implication au niveau de l'organisation sociale. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la notion de l'astrologie comme art de vivre, c'est-à-dire qu'elle englobe à la fois ce que nous décidons de faire en conformité avec le cosmos d'un point de vue purement consensuel, ce qui ne veut pas dire du tout que c'est un fait en soi, et que c'est simplement une base sur laquelle nous nous organisons. Et effectivement, à partir du moment où nos ancêtres, et pendant des siècles, se sont organisés sur cette base-là, on peut penser que d'une certaine manière, c'est un savoir qui est intégré. Ça, c'est une des grandes problématiques de l'astrologie, c'est-à-dire qu'on serait parti de mise en conformité purement sociale et politique et juridique et religieuse à quelque chose qui aurait fini par s'intégrer dans notre rythme, notre programmation intérieure, en quelque sorte. C'est ça qui serait le glissement de l'astrologie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'importance sur le fait que les astrologues d'aujourd'hui cherchent à vivre
comme on disait avec, je crois que c'est Kevin Lagrange ou avec Christophe Delet, cherche à vivre au rythme du cosmos, au rythme du jour et de la nuit, au rythme des lunaisons, au rythme de tout un ensemble de processus, en mettant dans le même sac, en quelque sorte, à la fois les choses qui sont volontaires, qui sont consensuelles, qui se font en elles-mêmes et qu'on vit en nous-mêmes. Tout ça, c'est la même chose. Parce que de toute façon, quelle est la différence entre ces différentes choses? C'est une question de profondeur et de temps. Les choses que nous faisons, quand nous lançons une nouvelle habitude, il est évident que c'est une habitude que nous avons mis en place. Quand ce sont des habitudes qui sont là depuis des millénaires, ce sont des habitudes qui sont ancrées en nous, mais d'une manière générale, de toute façon, l'astrologie, c'est un processus d'habitude et d'habitus. Est-ce qu'on clôt le sondage? Oui, alors continuons le sondage. Alors, je crois que M. Lepelletier va avoir d'ailleurs la majorité. Alors, qui est d'accord avec la motion selon laquelle, sur des principes qui sont plus ou moins acceptés et reconnus et sur lesquels on ne reviendra pas, de l'astrologie, qu'on pourrait énumérer d'ailleurs, c'est-à-dire prise en considération de l'ensemble du système solaire, maintien de l'idée que le thème natal est quelque chose qui fait sens, basiquement, etc., mais que effectivement il faut revoir, retoiletter un petit peu, ravaler, refignoler un petit peu ça. Dans ce cas-là, effectivement, on pourrait redémarrer sur un meilleur pied. Qui est d'accord avec cette... Moi, je serais un peu de l'avis également de Kevin en disant qu'effectivement, mais on a les bases. Kevin Lagrange qui disait que on a la base, mais moi je mets en disant qu'effectivement, on peut aussi écouter de l'évolution, de l'interprétation de chacun. Parce que si on revient, alors effectivement à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je dis que on peut aussi écouter les anciens dans ce qu'ils disaient, parce que si vraiment, effectivement, le fait d'observer la Lune et d'observer le Soleil, à tel moment, il faisait telle chose, et que si ça ne marchait pas, vous croyez qu'il l'aurait gardé? C'était pas plus bête que nous. Hein. Comment ça que ça ne marchait pas? Quand on fait quelque chose, on le fait. Oui, mais écoutez, si au niveau de l'agriculture, les paysans n'observez pas qu'un certain... Je parle pas de ça, je parle des réunions, de la vie sociale. Oui, mais... Si on dit par exemple, si on vous dit par exemple, tous les cas, si je vous dis par exemple... Non, je dis d'évolution. Si je vous dis par exemple, madame, c'est pas grave, si je vous dis que tous les 4 ans, les Américains se réunissent pour voter, vous n'allez pas dire que ça marche pas, ça marche. Non, ça marche. Donc on fait les choses, on décide de faire à un certain moment, ça marche. C'est pas parce que c'est vrai, mais ça marche parce qu'on le fait à ce moment-là et qu'on est d'accord pour le faire à ce moment-là. C'est pas ça ce que je dis. Non, mais Jacques est en train de dire qu'il faut absolument voter 2 et non pas 1. C'est décidé que le 2 l'emporterait. Moi, je mets la 1 et la 2 parce que je pense qu'il faut revenir. Il y a quand même des bases. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous dites ça marche, bon, le paysan, quand il sème son blé, s'il l'avait semé au mauvais moment... Non, mais laissez le paysan. Non, laissez le paysan. Mais ça, c'est concret. Non, on est en train de parler de l'astrologie au niveau de sa fonction sociale. Le problème de savoir ce que ça joue sur les marais ou sur l'agriculture, c'est un autre problème. Mais non, c'est social. Bien sûr que non. Non. C'est bon, ça va, on va continuer. Alors, non, mais si vous voulez absolument, si vous voulez confondre les problèmes d'agriculture et les problèmes de l'astrologie, on parle du social. Bon, l'agriculture. Non, on parle aussi d'ostréiculture, c'est très important. Oui, aussi. Mais oui, mais ce n'est pas le même problème. Ce n'est pas le même problème. Les mises bas chez les il y a des phénomènes. Les huîtres sont sensibles au passage de la Lune. Absolument. D'ailleurs, c'est un phénomène social. C'est pour ça qu'on les met dans des bassins non pas de trempage, mais de trompage. Il est un fait qu'effectivement, le vivant, et notamment pas vivant l'homme n'a pas le monopole de cette capacité à utiliser le cosmos. Non, tous les êtres humains. Voilà. Minéraux, végétaux, animaux. Mais il l'a fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne l'a pas fait, ça ne lui a pas été imposé, ce sont des choix qui ont été faits à un moment donné. Il y a des animaux qui ont su capter les structures cosmiques pour organiser leur vie, et d'autres qui n'ont pas su le faire. Ceux qui ont su le faire ont gagné un potentiel par rapport à ceux qui n'ont pas su le faire. Les sociétés qui ont su s'organiser... Ils ne l'ont pas capté, ils l'étaient. C'est un débat, cher monsieur. C'est un débat, monsieur Vildet. C'était dehors. Non, mais c'est vous qui... Pas dehors. Oui, d'accord. Ben moi, je dis que non. Je dis que non. Il a raison. Comment? Moi, je dis le cœur, il a raison. Voilà. On clôt le sondage. Alors, voilà, alors continue. Alors, finalement, quand on va manger... Je précise que j'ai tiré les tarots
J'ai utilisé le tarot flamand de 1780. Ouais. Il y avait une interdiction de l'Église de représenter le pape et la papesse en Flandre à cette période-là. Et on avait donc voilà, cette carte magnifique, le pape étant remplacé par Bacchus, qui est le nom de notre Ah, c'est incroyable. Ça serait Voilà. Le message, c'est ça. Le message est exactement celui. D'où le nom du restaurant. D'où le nom du Oui. restaurant. D'accord. Je ne sais pas Je d'où vient comprends le nom du mieux restaurant. maintenant. Bon, alors Monsieur Le Pelletier voudrait savoir si globalement c'est sa position qui emporte, disons, plus ou moins l'assentiment de la Oui, majorité. je pense qu'on peut. Les astrologues ne sont pas fermés, ils sont ouverts, je pense. Bien sûr, bien sûr, ouverts à tout. Cela dit, je vote aussi pour la 3. Oui. 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 Parce que de toute façon, de toute manière, il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on remonte au principe, on redescend. Il ne faut pas oublier, on monte vers les principes, et à un moment donné, il est évident qu'une fois qu'on a un petit peu rationalisé et normalisé tout cela, à ce moment-là, le temps de la réinterprétation, de la resignification, de la respécification se pose. C'est la part dans l'hypothèse 3 de Dakar, de la considération du facteur historique qui devient de plus en plus important maintenant, étant donné la vitesse, la qualité et la percussion de l'évolution. Ça, alors, le facteur historique, de toute façon, il est du point de vue des sociétés. L'astrologie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'astrologie, il y a une partie de l'astrologie qui est uniquement, si vous voulez, c'est des strates plus ou moins profondes et plus ou moins historiquement profondes. À la base, au départ, il s'agit de l'organisation, disons, aléatoire et conventionnelle. On part d'un processus conventionnel, on se met d'accord sur un certain nombre de critères, de signes, très simples, du genre on se rassemble, on se disperse, etc. Et puis petit à petit, ces processus, avec le temps, finissent par devenir subconscients. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le domaine de on décide de le faire, c'est quelque chose, c'est un rite qui s'impose à nous. Bon. Mais voilà, c'est tout. Donc effectivement, on est à mi-chemin entre ces deux-là. On est à la fois dans une volonté philosophique consciente de se mettre en accord avec le cosmos, c'est-à-dire propre à certains astrologues, et à la fois, c'est quelque chose qui se produit même si, à notre insu. Et c'est cette ambiguïté dont j'ai voulu parler dans cette notion d'art de vivre. Parce que c'est pas. C'est-à-dire que c'est les deux à la fois. Parce qu'il n'y a pas un faux départ dans tout ça, parce que vous parliez de flamme tout à l'heure, essence, qui est une très jolie expression, et très juste du reste, mais est-ce que justement le fait de revisiter une tradition en allant loin dans son, pourquoi pas dans son approche historique, et en essayant de comprendre comment ce système a été pensé par nos ancêtres et nos maîtres, est-ce que justement on ne fait pas autre chose que de ranimer cette flamme et de réinventer, de se réapproprier ce système? Non, mais il n'y a pas de raison. La flamme et les cendres de Jaurès. C'est la flamme et les cendres de Jaurès qui me respectent la tradition. Ces gens-là étaient des initiés de leur époque. De toute façon, la notion de progrès et de modernité, je veux dire, il ne s'agit pas d'idolâtrer ce qui a été fait par nos ancêtres. Il y a une partie de ce que nos ancêtres ont été élaborés qui est incontournable et qui est irréductible, mais il y a des réponses et des applications ponctuelles qui, elles, sont à réviser. C'est toute la question. Il y a les concepts sont à préserver et à restituer. Les applications à partir de ces concepts, il faut bien comprendre. Tout à l'heure, on a parlé du multifactoriel. Toute application passe par une sorte de déconceptualisation. C'est-à-dire que le concept finit par se perdre au cours de l'application. Donc il se perd dans l'application. Moi, je donne un exemple. Imaginez par exemple un homme qui ferait 10 enfants à 10 femmes différentes. Eh bien, sa spécificité à lui, elle se retrouverait chez ces 10 femmes, mais de façon extrêmement différente. Et de façon extrêmement aléatoire, parce qu'il aurait fait ça avec 10 femmes autres, ça aurait été encore autre chose. Donc le concept se décline, à un moment donné, dans des conditions particulières, avec des éléments d'interférence, des paramètres extérieurs qui viennent se complexifier avec ce concept. À un moment donné, il faut refaire sortir le concept pour le redonner à sa nudité. Cela dit, il est plus facile de séduire 1000 femmes que de séduire 1000 fois la même femme. Ah, oui. Effectivement. Non, mais c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est qu'effectivement, il y a une... Pour l'instant, il se réserve pour après le déjeuner. Pour l'instant, effectivement, c'est son école. Il y a une déperdition du concept dans son application. Et ça, c'est un point qui est fondamental et qui d'ailleurs devrait nous interpeller et même nous inquiéter. Mais si, parce que c'est délicat, c'est compliqué, mais pas forcément. Dans une époque plus complexe, c'est logique, c'est discutable, pas obligé, mais de pouvoir disposer d'une banque de données plus fournie, plus qualitative, très nuancée, etc., que l'expérimentation prouve
sa valeur relative, mais c'est pas obligé. L'important, c'est la cohérence. L'expérimentation elle-même est en fonction de tout un ensemble de paramètres qu'on va. La personne qui va expérimenter, elle va le faire avec ses connaissances, ce qu'elle sait, etc. Et ça, elle va prendre le concept, elle va mettre à sa sauce. Et il ne faudrait pas que ça reste indéfiniment comme ça. Ça passe par son filtre, on est humain, c'est sûr. Bon, donc à un moment donné, il faut faire ressortir, il faut refaire. C'est comme le problème des racines en linguistique. À un moment donné, il y a deux solutions. Soit on invente, on emprunte des mots étrangers, soit on retrouve le sens profond des racines et on leur redonne des nouvelles significations. Il y a un moment donné où il faut revenir aux racines, revenir aux principes, et élaguer des choses qui ont pu se multiplier, se diversifier à l'infini. Oui, mais ensuite on ne le fera jamais que l'adapter à une époque, à un temps qui est le nôtre et qui va être celui de nos vies. C'est comme un programme politique. À un moment donné, un programme politique, il se dénature, il s'édulcore, il se déforme, etc. Et on ne va pas continuer comme ça indéfiniment. Et à un moment donné, il faut redire, mais qu'est-ce qu'on a voulu dire au départ et qu'est-ce qu'on veut dire? C'est pour ça qu'on a de nouvelles élections périodiquement pour pouvoir relancer la dynamique. Autrement, on resterait indéfiniment sur des programmes qui sont déjà complètement oubliés, dont on a complètement perdu la signification première, et avec toutes sortes de compromis qui ont pu être faits. Mais avec en même temps l'écueil du nivellement par le bas aussi, comme dira un critique traditionnel, entre guillemets, dans l'esprit. Voilà, rien n'est tout noir tout blanc, il y a un verre à moitié vide, à moitié plein. C'est sûr. Voilà, on va donc... on est dans une adaptabilité maintenant nécessaire, plus ou moins permanente. Sans pour autant renier les racines aux défendements. Donc vous êtes invité, enfin entre guillemets, on va continuer à discuter Mais alors, il y a un corps physique, le corps psychique, le corps mental, le corps supérieur, 7 ans, et 7 x 7, 49, les sessions environ, je crois, avec Poser, moi, fait 360 ans. Oui, Et là, effectivement,